la saison 95 de Formule 1. Une saison presque de transition entre le début des années 90 dominé par Alain Prost et Ayrton Senna, et cette fois-là où Nigel Mansell a gagné le titre, et la seconde moitié plus disputée qui a été marquée par des rivalités comme Schumacher et Hill, Schumacher et Villeneuve, ou encore Schumacher et Häkkinen. Ça en fait des rivalités avec Schumacher. Une saison marquée par une bataille pour le titre remportée par le plus connu des Allemands de la F1 face à un Hill en proie à la pression. Une saison qui n'intéresse pas grand monde à vrai dire. En vrai, c'est difficile d'associer quoi que ce soit à 95 qui ne soit pas juste le second titre à Schumacher. Pas de surprise au classement, pas de course qui ait vraiment impacté les mémoires, à part peut-être celle au Canada. Il faut dire, c'est une saison bien étrange. On a l'affaire des carburants Elf qui ne correspondent pas à la régulation au Brésil, Schumi qui manque de mourir noyé au large de Bahia juste avant le GP d'Argentine, les fermetures des écuries Larousse et Simtek, ou encore le retour complètement foiré de Nigel Mansell avec McLaren. Mais en piste, finalement, rien de bien folichon. La fin de saison est encore plus inintéressante à vous raconter. Schumacher dunk sur Hill tous les week-ends ou presque, et à l'exception de certains podiums bien absurdes, il n'y a plus grand chose à dire à partir du GP du Pacifique, qui a lieu sur le circuit d'Aïda au Japon. Pour les leaders du haut classement, la fin de saison sert plus de consécration avant l'heure pour Schumacher et Benetton, presque comme une confirmation que Hill et Williams ont choc alors qu'ils avaient l'avantage sur le plan matériel. Pourtant, tout le monde ne peut pas dire autant de leur fin de 95. Certains y ont vécu des courses assez étranges, ou du moins pas comme le reste de leur saison. On peut ainsi citer Olivier Panis et Gianni Morbidelli, des pilotes coincés dans des écuries de milieu bas de tableau, qui marquent leur premier et dernier podium de la saison, la littérale dernière minute ou encore... Attendez, laissez-moi vous poser une petite question. Vous avez déjà vécu les montagnes russes du fun? Mais si, vous savez, quand vous enchaînez sur peu de temps des bons trucs et des trucs vachement moins cool. Du style, vous passez une journée pourrie parce que vos collègues vous les brisent, puis vous avez une excellente journée où tout vous réussit, et en plus vous avez à manger un plat du feu de Dieu au resto, et le lendemain, patati patatra, vous avez une remontée d'égout bien vénère. Voilà, ça. Eh bien, sachez que vous comme moi n'avons très certainement jamais vécu des montagnes russes du fun aussi escarpées que Mika Häkkinen à la fin de l'année 95. Peu de gens peuvent en effet affirmer avoir enchaîné un forfait, un podium bien mérité, et un autre forfait dans des circonstances encore pires que le premier, même pour de la F1. Oh, grandiose public, laissez-moi vous raconter les hauts, mais surtout les bas, de la participation du pilote finlandais le plus auréolé de l'histoire de la catégorie Rennes à la fin de la saison 95. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle de trucs marquants de la Formule 1, et des fois de trucs plus bidons. Comme 1995 remonte à littéralement une trentaine d'années, j'espère que vous vous sentez vieux, oui, remettons-nous un peu dans le contexte d'époque pour bien comprendre où nous allons. En 1995, Mika Häkkinen est un des deux pilotes finlandais de la grille avec Mika Salo, et il n'est franchement pas si remarquable que ça. Il a rejoint McLaren en 93 après 2 saisons dans un Lotus en perdition, d'abord comme pilote de réserve puis comme titulaire, mais n'a toujours rien gagné. Il est rude sur la piste et a notamment écopé d'une course de suspension en 1994 pour avoir été jugé coupable du sextuple carambolage au début du Grand Prix d'Allemagne de cette année-là. Pour vous aider à situer à quel point c'est rare, on compte aujourd'hui moins d'une dizaine d'instances d'exclusion de ce genre en 75 ans de Formule 1. On parle donc alors de Mika Häkkinen comme d'un pilote qui va toujours trop fort, et qui a notamment une tenue de piste qui laisse à désirer. Il n'est ainsi pas si rare que ça de le voir s'éliminer tout seul en partant en tête à queue. Du haut de ses 27 ans, il semble encore bien tempétueux, et ce alors que c'est déjà sa 4ème saison dans la catégorie Rennes. Si vous vous y connaissez un peu en F1, mais alors juste un peu, vous connaissez sans doute Häkkinen comme un double champion du monde, et ça vous étonne peut-être que je le décrive ainsi. Mais le fait est que, à cette époque-là, il n'est pas vu comme un véritable futur champion du monde. Certes, il a fini 4ème au classement en 94, mais le 3ème, Gerhard Berger, avait quasiment le double de ses points, donc ça la fout un peu mal. Et en 1995, c'est pas vraiment la teuf pour Mika. McLaren se remet encore des saisons à vide qui ont suivi leur changement de motoriste, et ils sont donc très loin du McLaren qui dominait tout le monde avec Senna et ou Prost, il y a seulement quelques années. Ils viennent de signer un accord avec Mercedes, et ont donc un moteur qui, si par moments est puissant, n'est pas le plus fiable de la grille, et il reste de toute façon inférieur au mastodonte qu'est le moteur Renault. McLaren fait donc pas le figure face à Benetton et Williams, qui grâce au moteur Renault regardent les autres manger leur crotte de nez. Et même face à Ferrari, parce qu'au moins Jean Alesi gagne au Canada cette année-là, donc tous les fans de Gilles Villeneuve encore là en 95 ont exulté. Forcément, c'est pas Mika et les autres qui galèrent à finir dans les points qui vont faire pareil avec les fans de Senna. Au moment du GP du Pacifique 95,
notre bon Mika n'a marqué des points que dans 3 courses sur 14. Au Brésil, à Saint-Marin et enfin en Italie. Il a même eu une seconde place bien sympa à Monza. Même s'il a été aidé par de nombreux abandons en amont, avec notamment des doubles abandons pour Williams et Ferrari, ainsi que pour Schumacher. Le reste de la saison est globalement une alternance entre des accrochages pas très intelligents et des problèmes mécaniques indépendants de sa voiture. A titre de comparaison, son coéquipier Mark Blundell a marqué des points à 5 reprises, et ce à machine égale. Le problème est donc aussi côté pilote. Côté écurie, c'est pas beaucoup mieux. McLaren n'a pas marqué de points depuis la P2 de Häkkinen à Monza, et du haut de ses 21 points au classement constructeur, elle est sur le point de perdre la 4ème place au championnat face à Ligier et Jordan. La situation est grave, parce que de se faire passer par 2 écuries artisanales dont une en demi-perdition comme Ligier en 95, quand 3 ans auparavant vous aviez Ayrton Senna, c'est la fout vraiment mal. Et en cette fin de saison, l'objectif de Mika est donc clair, marquer quelques points à Aida, où la F1 se rend pour la seconde fois. Petit problème cependant. On est le 14 octobre 1995 quand, quelque part en Angleterre, le patron de McLaren Ron Dennis reçoit un appel. De qui, l'histoire ne l'a pas retenu. Peut-être bien de Keke Rosberg, le champion du monde 1982 reconverti en agent de pilote. Peu importe qui c'est, cet interlocuteur lui donne une nouvelle pas comme les autres. À 8 jours du prochain Grand Prix, Mika Häkkinen est forfait. La raison, elle est franchement bénigne, et pourtant c'est une première dans l'histoire de la Formule 1. En effet, ce qui tient Mika loin des pistes est une violente crise d'appendicite aiguë. Et si son médecin personnel espère d'abord dénicher la méthode médicamenteuse pour éviter à Mika de devoir faire l'impasse sur la course, la crise était finalement trop importante pour ne pas qu'il passe sur le billard. Résultat, une semaine de repos forcé imposée par les médecins, soit jusqu'à après les qualifications, et donc un pilote forfait pour Aida. Ron Dennis a donc maintenant la délicate tâche de choisir qui occupera le baquet de son futur champion. Son choix se porte vite sur le réserviste de McLaren, un jeune pilote danois du nom de Jan Magnussen. Si son nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le père de Kevin Magnussen, dont la carrière en Formule 1 vient récemment de s'achever. Jan, lui, en 95, a 22 ans, et il ne sort pas de nulle part non plus. Il est le champion du monde de Formule 3 de 94, et il a d'ailleurs survolé ce championnat en établissant un nouveau record. Il a en effet gagné 14 courses en une saison, ce qui est fou quand même. À ce moment-là, Jan dispute le championnat allemand de voitures de tourisme, qui est alors prestigieux. La saison se termine à Hockenheim en octobre quand un de ses adversaires, Keke Rosberg, enfile sa casquette d'agent de Mika Häkkinen et lui annonce la bonne nouvelle. Jan remplacera son pilote la semaine suivante au GP du Pacifique. Quelques jours plus tard, le cirque de la Formule 1 arrive à Aida, et Jan en particulier arrive sans aucun complexe. Il faut dire, il n'a rien à perdre, et a ainsi simplement pour objectif de profiter de l'absence d'Häkkinen pour impressionner des principaux d'écurie et ainsi possiblement décrocher un baquet en Formule 1 à l'avenir. Il affirme même que, tant qu'un pilote n'a pas essayé la F1, il lui manque quelque chose. Lui, en tout cas, il ne manque pas d'audace. Et pour le coup, Jan ne manque pas de coche. Il ne marque certes pas de points, mais finir 8ème dès sa première course n'est pas chose aisée, surtout vu la qualité questionnable de la McLaren cette saison. Qui plus est, ayant commencé 12ème, il a aussi fait une jolie remontée, finissant juste derrière son coéquipier pourtant bien plus expérimenté. Ah, et Michael Schumacher devient le plus jeune double champion du monde, mais sa vidéo elle parle pas de lui. Malheureusement pour lui, Jan ne décrochera pas tout de suite de contrat en F1 après cette belle pige japonaise. Il a toutefois un peu de chance. Il signe dès 1997 à Stewart, entrant dans la catégorie reine pour n'y rester qu'une saison et demie, mais là c'est une autre histoire. Toutefois, il se pourrait que sa pige soit pas tout à fait finie. Comme dans un prélude à l'actuel calendrier de la Formule 1 qui a légèrement oublié de donner des pauses à son personnel, une semaine après le Grand Prix du Pacifique, le cirque se rend à Suzuka pour l'habituel Grand Prix du Japon. Cet enchaînement est dû au séisme de Kobe quelques mois auparavant, qui a reporté le Grand Prix du Pacifique d'avril à octobre. Ce sont donc les conséquences de ce séisme sur les Japonais, ainsi que l'enchaînement des deux courses qui font que le public n'est pas au rendez-vous cette année, aux grandes dames des organisateurs. Celui qui est au rendez-vous par contre, c'est Mika Häkkinen, qui est revenu de son appendicectomie. Il récupère donc sa voiture des mains de Jan Magnussen, mais pas sans que ce dernier soit en stand-by. En effet, McLaren redoute une rechute de leur pilote titulaire, qui est décrit comme un peu palichon à son arrivée à Suzuka le jeudi après-midi. Et ils ont donc préféré s'assurer que Magnussen puisse prendre le volant si jamais l'état du Finlandais empire d'ici les qualifications. Petit bémol cependant, il faudra que toutes les autres écuries soient d'accord si jamais McLaren souhaite à nouveau remplacer Häkkinen par Magnussen en dernière minute. Plus de peur que de mal sur ce plan. Dès les essais libres du vendredi matin, le Finlandais marque dans les meilleurs temps. Ok, il est un peu endolori vu qu'il revient quand même d'une opération chirurgicale,
Mais lui comme son écurie ont tout prévu. Je le laisse vous l'expliquer au micro d'Eurosport. Driving here today is not a problem. The car seat belts are not a problem. I have product. I show you protection. What we have put for the skin, which means the seat belts basically comes on top of that foam, and that's not too low, and that helps a lot. En tout cas, sur la piste, on ne voit pas la différence, vu que Mika tape parmi les meilleurs temps en essai libre comme aux qualifications. Il part même 3ème sur la grille le dimanche après-midi. Finalement, il finit second, juste derrière Schumacher, rapportant de précieux points à son écurie. Mais aussi à son compteur personnel, vu que lui, il pointe seulement 8ème au classement pilote. Et histoire de dorer son retour, cette seconde place est largement méritée, puisqu'il est bien parti et s'est maintenu dans les premiers toute la course. C'est une réussite de A à Z pour le Finlandais. On s'imagine donc facilement qu'il veuille continuer sur cette bonne dynamique, avec une voiture un peu plus fiable qu'elle l'a été cette saison et un moteur pas dégueu quand il n'implose pas. Peut-être que les spectateurs de 2024 y reconnaîtront là la même niaque qui a habité Carlos Sainz l'année dernière à Melbourne, quand il a remporté le GP d'Australie 2 semaines à peine après sa propre crise d'appendicite surprise à Jeddah. Qui sait ? Peut-être qu'être allégé du poids de son appendice va aussi aider Mika à donner une belle fin à sa saison, pourtant jusqu'ici misérable. Ah, en parlant de GP d'Australie, tiens. Lorsque la F1 arrive à Adélaïde pour la dernière course de l'année, c'est en sachant que c'est la dernière fois qu'ils s'y rendent. En effet, le GP d'Australie déménagera début 1996 pour s'installer à Melbourne, et la course aura lieu à Albert Park, au lieu des rues d'Adélaïde. Ce changement de circuit vient d'ailleurs avec un changement de date, puisque ce qui est depuis quelques saisons le dernier rendez-vous de l'année va devenir le premier. Le circuit d'Adélaïde est apprécié par les locaux, mais il a quelques soucis que les pilotes comme les écuries ont oublié de vérifier. L'un d'eux est la faible protection des murs, vu que ceux-ci ne sont précédés que d'une seule rangée de vieux pneus. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, l'épaisseur de ce mur est d'au moins 3 rangées, et même comme ça, on a déjà eu des pilotes envoyés à l'hôpital pour des contrôles de routine. C'est notamment le cas au Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, qui a vu Max Verstappen foncer dans le décor à environ 180 km/h après une collision avec Lewis Hamilton. Le pilote néerlandais s'en était sorti avec seulement une ampoule endolorie et des bleus, mais il avait quand même passé des tests pour s'assurer qu'il n'avait pas une commotion cérébrale. Retournons en 95. Ce GP d'Australie marque une autre dernière pour l'histoire de la F1. Ce sera la dernière course à avoir des qualifications répandues sur 2 jours, avec une séance le vendredi après-midi et une autre le samedi après-midi. À partir de 1996, un nouveau système de qualification sera introduit, qui impose une seule séance de qualification le samedi. La séance du vendredi est alors remplacée par la seconde séance d'essai libre. Et oui, c'est en partie le système actuel. Quoi qu'il en soit, pour le moment, pilote comme écurie s'élance pour prendre part à la première séance qualificative. C'est un après-midi ensoleillé et chaud dans les rues d'Adélaïde. A priori, les meilleurs temps seront effectués le samedi, mais ça n'empêchera guère tout le monde de partir en repérage. 13h13. Tout en confiance, Mika Häkkinen aborde le virage numéro 9, Brewery Bend, pour ensuite déboucher sur une longue ligne droite, le Brabham Straight. Mais soudain, à la sortie du virage, sa McLaren dérape. Son pneu gauche arrière vient d'exploser. Il tente de freiner la voiture folle par tous les moyens, mais à 3 roues, c'est peine perdue. La McLaren continue donc sa route, décolle sur un vibreur, tournoie sur elle-même, et vient s'encastrer par l'avant gauche dans le mur de pneus à la gauche de la piste. Le crash est d'une violence inouïe. La tête de Mika vient frapper son volant de plein fouet, revient en arrière, faldingue de gauche à droite, avant de s'arrêter à son tour. L'équipe médicale arrive en à peine quelques minutes, tandis que l'angoisse se répand dans le paddock et dans les gradins. De près, c'est une catastrophe. Mika gît inconscient dans l'épave de la McLaren, visière de casque relevé par la violence du choc. Il saigne abondamment au niveau de la tête. De mal en pis, les médecins dépêchés sur place se rendent vite compte que le malheureux Mika ne respire plus, son teint tournant au bleu. Ses voies respiratoires sont elles aussi inondées de sang, qu'il ne cesse d'essayer d'avaler. Il en faut cependant plus pour perturber les médecins du Royal Hospital d'Adelaide. Les secouristes lui lèvent la tête pour éviter qu'il s'étouffe sur son propre sang, puis, à même le bord de la piste, le médecin urgentiste Jerome Cockings fait une trachéotomie au pilote, qui lui permet d'enfin respirer à nouveau et bientôt de reprendre connaissance. Il est toutefois loin d'être sorti d'affaire. Il est en effet proie à de terribles maux de tête et est très certainement touché au crâne. En un temps record, il est mis dans une ambulance et transféré au Royal Hospital, qui par chance se trouve à moins de 200 mètres de l'endroit où il est venu taper dans le mur. Les qualifications ne reprennent qu'une demi-heure plus tard, quand l'épave de la McLaren est évacuée. Les minutes sont pesantes, personne ne sachant dans quel état se trouve Häkkinen, dont le pronostic vital semble malencontreusement engagé. La McLaren est rentrée au garage couvert d'un drap noir, l'ambiance dans l'écurie anglaise est de plomb.
Pendant ce temps, à l'hôpital, les médecins font passer un IRM à Mika, qui révèle qu'il souffre d'une fracture à la base du crâne et de sévères lésions de l'oreille interne, mais qu'aucune autre blessure n'a pu être détectée, notamment externe. Placé sous sédatif et assistance respiratoire pour freiner la formation d'hématomes cérébraux, le malheureux ne tarde pas à sombrer dans un coma médical. La cause du crash est rapidement déterminée. C'est la conséquence d'une crevaison du pneu avant gauche, déchiré à la sortie du virage numéro 9. Goodyear, le fournisseur de la saison, alerte le pouvoir sportif. Par chance, aucun autre cas de la sorte ne sera déploré du reste du week-end. Les pilotes préfèrent cependant être prudents. Ainsi, la soirée venue, Roland Brunsaere conduit une inspection du circuit lui-même avec Michael Schumacher, Gerhard Berger et Damon Hill. Les organisateurs du GP, eux, refusent d'admettre tout danger du circuit, mais refournissent quand même le mur en vieux pneus sur ordre des pilotes. En effet, si Häkkinen est aussi grièvement blessé, c'est à cause de 2 facteurs. Le premier est l'absence d'un appui-tête aujourd'hui obligatoire en F1, le Hans. Absence qui explique la gravité des dommages, la tête du Finlandais ayant continué sa route bien après qu'il ait perdu connaissance. Le second, c'est ce mur de pneus faiblement protégé par une pauvre rangée de pneus, et qui n'a donc pas assez freiné le pilote dans sa course avant que sa voiture ne vienne frapper le mur en béton. Heureusement que, 26 ans plus tard, à Silverstone, ils avaient vachement mieux fourni le mur du virage de Copse. Point presse du Royal Hospital, le soir même. Mika Häkkinen est dans un état grave, mais stable. Sa situation neurologique reste incertaine, et ce sont les jours suivants qui trancheront. Heureusement, notre brave Mika passe une bonne première nuit à l'hôpital, et les communiqués du samedi veulent être un peu plus positifs. Ron Dennis est dans un optimisme mesuré, donnant peu de détails, si ce n'est que Mika réagit aux stimuli externes. Damon Hill remporte en souverain la 11e pole de sa carrière. Le paddock reste accroché aux nouvelles du nouveau grand absent du week-end. Samedi soir, nouveau communiqué du Royal Hospital. Il constate une amélioration significative dans l'état de Mika Häkkinen. Il s'est réveillé dans la journée, est conscient, s'assoit, parle. Ses jours sont officiellement hors de danger. Un grand soulagement parcourt le paddock. Le dimanche arrivé, juste avant la course, le staff de McLaren vient entourer Mark Blundell, leur seul pilote restant, au bord de la piste. Celui-ci tient un panneau entre ses mains, adorné du drapeau finlandais, où l'on peut lire un message sans doute pensé par tout le paddock. « Get well soon, Mika ». Survivre à l'accident initial est loin d'être la fin des ennuis de Mika, qui passe plus de 2 mois dans des hôpitaux, d'abord à Adélaïde, puis à Londres, toujours sous l'égide du prof Sid Watkins. Dès qu'il en parle en interview, il le décrit comme un long cauchemar, une succession de tests pour vérifier ses facultés cognitives, des aiguilles dans le visage pour lui tester les nerfs, lui faire un trou dans la tête pour relâcher la pression dans son crâne. Tout est pesant, l'isolement d'être loin de chez lui, entouré d'un personnel médical attentif envers qui il est reconnaissant, mais qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Les jours qui s'enchaînent sans fin en vue, la douleur, si forte qu'il croit qu'il va en mourir. L'idée, quelque part, qu'il se pourrait qu'il ne retrouve jamais toutes ses capacités, encore moins son volant. La douleur, si forte qu'il passe le temps à regarder sa montre en attendant la prochaine dose de médicaments. Il n'a pas le contrôle sur les traits de son visage. Il ne peut pas fermer ses paupières lui-même, on doit lui manière fermée pour qu'il puisse essayer de dormir. Il ne peut même pas boire par lui-même, car sa bouche ne marche pas, et l'eau en tombe. La douleur, si forte que même quand il peut à nouveau marcher et qu'il tente de regarder le temps dehors, les arbres, les oiseaux, il ne peut que penser à sa prochaine dose d'antidouleur. Finalement, après plus de 2 mois d'hospitalisation, Mika peut enfin rentrer chez lui, à Monte-Carlo, pour commencer pour de bon sa rééducation. Les douleurs ne sont pas totalement parties, il a encore des soucis avec son ouïe, et il souffre régulièrement de maux de crâne ainsi que d'une paralysie partielle du visage. Il ne se débarrassera pas de ces symptômes de si vite, puisqu'ils persisteront pendant la saison 96, et bien après cela pour les céphalées. Et oui, ce n'est pas parce qu'il vient d'essuyer le pire crash de 95 que Mika n'est pas déjà tourné vers l'avenir. Et dès janvier, il est de retour dans une monoplace. En interview, il raconte entre autres son premier test de l'année avec McLaren au circuit Paul Ricard. En arrivant là, il se demande quelle sera la réaction du staff à son apparence actuelle, qu'il compare à un monstre de film d'horreur. Il a en effet les cheveux rasés de bien plus près que d'habitude, coupe qu'il a acquise à Adélaïde parce qu'il fallait bien accéder au bas de son crâne. Il a également le visage partiellement paralysé. Selon lui, les mécaniciens comme les ingénieurs présents à Paul Ricard l'ont regardé en pensant qu'il rentrerait bien vite chez lui. Il n'en saura rien. Ses temps sont plus que corrects, il n'a pas perdu ses réflexes, et il donne rendez-vous à l'équipe à Melbourne en mars prochain. Finalement, non seulement il reviendra de cet affreux crash, mais il gagnera sa première course en 1997, puis le titre en 98 et en 99. Par la suite, il affirmera que ce crash lui a permis de changer son style de pilotage. Avant, il courait avant de savoir marcher. Après le crash, il a appris à se canaliser, et c'est une nouvelle perspective qui lui a permis de gagner, ainsi que d'avoir une nouvelle rivalité avec Michael Schumacher.
Pas mal, non? C'est finlandais. Au passage, Mika s'est toujours assuré de remercier les médecins qui lui ont sauvé la vie cet après-midi-là. Après avoir récupéré, il a ainsi donné une grosse somme d'argent au Royal Hospital d'Adélaïde pour leur permettre de rénover leurs installations. Il a également envoyé des présents aux médecins qui avaient la charge de s'occuper de lui et était présent à l'inauguration du nouvel hélipad de l'hôpital en 1997. Alors oui, il décrit peut-être son séjour là-bas comme un enfer que vous et moi ne vivrons sans doute jamais, et tant mieux, mais il n'y a aucun doute qu'il sait qui lui a sauvé la vie et l'effort que ça a été. Comme toujours, quand j'essaie de vous amener des informations véridiques et surtout vérifiables, je fais un gros travail sur mes sources. La dernière fois, vous avez pu voir ma descente dans la folie en essayant de m'assurer qu'un Gus s'était bien cassé la jambe avant de gagner un Grand Prix en 1999. Et en bonus, j'avais essayé de savoir s'il avait eu une salmonellose l'année d'avant en Hongrie. Cette fois, j'ai tenté de retourner en 95 pour non seulement m'assurer que tout était véridique, mais aussi pour voir si je pouvais avoir des détails un peu plus croustillants. Cette fois, c'était encore plus coton, parce qu'Internet c'était pas vraiment très répandu en 95. Quand je faisais mes recherches pour la Hongrie 98, c'était déjà pas facile, mais vous pouviez encore retrouver des transcriptions de conférences de presse, un site qui publiait des nouvelles tous les jours, ou encore des articles sur des sites plus vieux comme Crash.net ou GrandPrix.com. Mais pour 95, toutes ces sources, il y a que GrandPrix.com qui sont encore en ligne et surtout vaguement fonctionnelles. Tout le reste semble avoir débuté en 96. Contrairement à la dernière fois où vous avez eu le droit à 5 versions différentes de la vie de Heinz-Harald Frentzen en juin 1999, cette fois, je ne vais pas vous lire toutes mes sources. À la place, je vais vous parler d'une petite curiosité que j'ai découverte au cours de mes recherches, et c'est l'assez étrange façon dont les infos en France ont rapporté sur l'accident en qualification au GP d'Australie. Pour une fois, un crash en qualification a donné lieu à pas mal d'articles dans la presse écrite. Bien évidemment, les revues spécialisées comme Auto Hebdo ou Sport Auto ont sorti leurs articles à ce sujet. Par exemple, vous avez ici les 2 pages sur l'accident du numéro 1009 d'Auto Hebdo, publié le 15 novembre 1995. Je peux difficilement faire plus d'époque. Mais il n'y a pas que les revues spécialisées qui ont rapporté l'information, puisque certains journaux aussi en ont parlé. C'est notamment le cas du Monde et de l'Humanité, des journaux qui n'ont pourtant pas parlé de l'accident mortel de Senna Imola en 94, de ce que j'ai vu dans leurs archives, mais ils parlent par contre du crash d'Hakkinen, avec tout le sérieux qu'une telle situation demande. La raison pour laquelle cet incident en particulier a été vu comme méritant un article ne m'est officiellement pas claire. Mais pour moi, c'est la gravité de l'accident ainsi que l'incertitude, le temps d'un week-end, de l'état du pilote finlandais. Pour vous dire la gravité de l'accident, j'ai aussi retrouvé un journal télévisé où l'information figurait. En l'occurrence, c'est le JT de 20h d'Antenne 2, alias France 2 pour les gens de ma tranche d'âge, qui case cette information entre un reportage sur les pistes de ski improvisées en région parisienne et une interview pour un match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je vous invite à admirer le contraste. Mais bon, c'est un JT, on sait tous qu'ils ont cette tendance à alterner sujets graves et sujets légers. Ce qui est plus surprenant, c'est la façon assez cavalière dont la diffusion officielle du GP d'Australie en France a traité l'accident d'Hakkinen, ainsi que son état de santé après le coup. Rien ne démontrera plus ce que je veux dire par là que si je vous montre un segment au tout début de la diffusion de la course, que voici. Formule 1 à la une, retour en direct à Adélaïde. Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent maintenant sur TF1 à moins de 2 minutes du départ du Grand Prix d'Australie, 14h heure locale, 4h30 du matin. Pour vous, chers amis, merci de vous être levés si tôt. Des nouvelles de Mika Hakkinen en a donné, je vous en redonne encore, il va très bien. Il restera 24 heures de plus en soins intensifs à l'hôpital d'Adélaïde, mais je vous l'ai dit, il parle déjà de reprendre le volant. L'affiche de ce Grand Prix d'Australie, Schumacher, le voici. L'homme que vous venez d'entendre répondre à la question que tout le monde semble alors se poser est Jean-Louis Moncey, un journaliste sportif. Personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en mai l'an passé, quand Canal+ diffusait des micros rétrospectifs sur Ayrton Senna à l'occasion des 30 ans de sa mort. On y voyait Moncey montrer des diapositives de Senna en action, invoquant à chaque fois le souvenir du champion disparu,
dans un grand respect de la personne de Senna. Je vous aurais bien montré des images, mais même avec un abonnement Canal, c'est impossible de prendre ne serait-ce que des captures d'écran de leur programme. Tu parles d'une plaie. Bref, si je vous baragouine à ce sujet, c'est parce que c'est bien ce même gars que vous venez d'entendre dire qu'un type allait très bien, mais allait quand même passer 24 heures de plus en soins intensifs. Il n'y a à vrai dire à peu près rien qui va dans les propos de Moncey. Cette histoire de Häkkinen qui apparemment parle déjà de reprendre le volant, je sais pas d'où elle sort. Certes, on sait qu'il pouvait à nouveau parler le lendemain du crash, mais on ne sait pas exactement ce qu'il disait. Pire encore, je vous dirais que c'est même certainement l'opposé qui se produisait. Mais ne vous fiez pas à ce que j'ai dit, écoutez plutôt Mika Häkkinen lui-même vous le raconter. What I remember, it was just constantly waiting, painkillers, tablets all the time to take the pain away. And massive headaches, couldn't walk, couldn't go anywhere, so... But how soon during the course of this process were you starting to think about racing again? It took a really long time. I just wanted to live. I just wanted to get rid of the pain. That was the main purpose of my feeling that time. There was no any interest of the motor racing, and it took a long time to start thinking about it, even motor racing. It was just important that way I can walk and talk normally, and and sleep normally, and that was just the main thing, and it made me to understand how fragile the life is. You live only once, and there's so many good things in a life that way. When something like that happens, it makes you think that's it. The life is, this is over. La différence est quelque peu glaciale. Déjà parce que le témoignage d'Häkkinen sur son crash est clairement encore teinté de la douleur qu'il a alors traversée, et de cette impression de ne jamais pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, et ce même des décennies plus tard. Mais aussi parce que ça n'a rien à voir avec la réponse expéditive de Moncey à une question que les gens étaient réellement en droit de se poser à ce moment-là. Remettez-vous un peu dans le contexte de l'époque. Nous sommes en novembre 1995, 1 an et demi après les morts tragiques de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna à Imola. La Formule 1 n'a jamais semblé aussi peu attrayante, ensanglantée d'accidents et de scandales. Le crash d'Häkkinen à haute vitesse pour aller rencontrer un mur de béton fait horriblement penser à celui qui a emporté Senna au 6e tour du Grand Prix de Saint-Marin 94. Le manque de réponse immédiate sur son état et les images de télévision prises de loin ne donnent aucune vraie information sur son pronostic vital. McLaren semble déjà se préparer mentalement à un décès, et même après, on nous dit juste état grave mais stable. Ça se veut rassurant, mais ça donne juste l'impression que tout pourrait vite dégénérer. Au vu de cette inquiétude, je ne peux que trouver ça irresponsable de la part de TF1 de ne quasiment pas parler des événements du vendredi et le ton un peu cavalier que tout le monde prend. Imaginez si Julien Febvre avait pris un ton pareil à la Suzuka en 2014, au sujet du crash qui finira par emporter Jules Bianchi. Certes, nous on connaît la fin, mais en novembre 95, personne n'était là pour dire que Mika irait bien, que Mika deviendrait double champion du monde, qu'il ferait la guerre à Schumi, qu'il inspirerait ses compatriotes. Si les médecins australiens n'avaient pas aussi bien géré la situation, et si Sid Watkins et eux n'avaient pas aussi bien supervisé la convalescence d'Häkkinen, imaginez la tête qu'aurait cette diffusion sur une chaîne accessible de tous. Enfin, ne blâmons pas tout sur Jean-Loup et le gang de TF1. En tout cas pas tout de suite. En effet, il y a un trou que je ne peux pas remplir moi-même, et c'est le fait que je n'ai trouvé que la diffusion du GP lui-même. Pire, la version que j'ai est tronquée. On entend en effet les commentateurs passer en revue le classement pilote, mais au moment où on arrive, ils sont déjà dans le bas de tableau, et ont donc passé à Häkkinen à leur 8ème, et ce depuis longtemps. Aussi, impossible de remettre la main sur une diffusion française des qualifs, surtout celle du vendredi après-midi. Je suis donc obligé d'accorder le bénéfice du doute sur un point, et c'est que l'équipe à TF1 en avait possiblement davantage parlé les jours d'avant. J'ai aussi été incapable de trouver un JT du 10 novembre 95, ou après ça, qui aurait pu parler de l'accident. Pour continuer à faire l'avocat du diable, je pense également que ça ne soit pas une tentative de malice, ou même un désintérêt pour l'état d'Häkkinen. Comme le relève Auto Hebdo dans leur numéro spécial sur le GP d'Australie, il était en effet impossible pour les médias de savoir exactement dans quel état se trouvait Mika, puisque toutes les informations étaient passées au travers de plusieurs filtres, y compris la FIA eux-mêmes. La comparaison d'ailleurs était faite avec l'accident survenu l'année d'avant à Monaco à Karl Wendlinger, alors pilote Sauber, qui souffrait encore en 95 des séquelles d'un crash similaire à celui qui venait de se produire. Laissez-moi vous lire un extrait de l'article de Patrick Camus, qui a très bien formulé le problème. Conscient, assis et il parle. Assistance respiratoire terminée, tubage terminé et alimentation liquide instaurée. Miracle du corps humain? De la volonté? De la médecine? Heureux concours de circonstances? Mais la situation d'Häkkinen correspondait-elle vraiment
au contenu étonnamment positif. Contrairement à ce qui s'était passé pour Wendlinger, le suivi journalistique de l'évolution du finlandais s'est effectué, durant 3 jours, à travers le filtre du délégué médical de la FIA. À aucun moment, contrairement à l'attitude exemplaire du corps médical s'étant occupé de Wendlinger, nous n'avons été en mesure de savoir ce dont souffrait exactement son camarade. Parle-t-il ou tente-t-il d'articuler quelques mots? Communique-t-il ou donne-t-il quelques signes de compréhension et d'expression? S'assoit-il sur son lit ou une assistance s'impose-t-elle? Commente-t-il pleinement ses membres ou ceux-ci répondent-ils aux impulsions? Évolution favorable, certes, mais à quel degré d'une échelle pratiquement sans limite? Il y a donc une possibilité que TF1 ait un ton aussi léger parce que les principaux concernés en avaient eux aussi adopté un. Rappelons-nous que les caméras ne pénétraient heureusement pas dans les couloirs du Royal Adelaide Hospital et que ni Mika, ni ses parents débarqués en urgence d'Helsinki n'allaient répondre aux questions des journalistes. Ron Dennis lui-même débarque devant les médias bien rasés dimanche matin pour nous dire qu'il a même eu l'occasion d'échanger une petite blague avec son pilote. C'est que tout doit aller bien! Non, ce n'est pas le cas! Mais nous, on le sait parce que des années plus tard, Mika a pris la parole par lui-même et décrit sa marche en enfer. La description que je vous fais de son traitement, ça vient de ses interviews après les faits, à Monaco sur la chaîne Sky Sports, sur le podcast Beyond the Grid. Jean-Louis Moncey, comme Patrick Camus, ne pouvait savoir ce qu'il se passait derrière les murs du RH. Mais l'un d'eux a une attitude plus responsable que l'autre. Mais comment expliquer une telle différence? Je vous aurais bien dit, à l'aveugle, que c'était une différence de forme de média. Patrick Camus est envoyé spécial d'une revue de sport automobile. Évidemment qu'il allait avoir plus de liberté que TF1 et ses quelques règles de bienséance. C'est en tout cas ce que peut sous-entendre ce passage assez connu du GP d'Australie qui, s'il a bien fait rire les commentateurs, n'a peut-être pas plu à tout le monde. Qui nous a fait extrêmement peur. On regarde la scène cette fois au ralenti. Frentzen s'impose et il lui fait un doigt. Pardon, excusez-nous chers téléspectateurs. Cette impolitesse, mais il y avait certainement, comment dirais-je, un problème entre les deux hommes. En fait, si différence il y a, et que ce n'est pas juste un optimisme irresponsable, elle est bien exclusive à TF1. Si vous regardez la télédiffusion anglaise du Grand Prix par exemple, le regretté Murray Walker ne manque pas de mentionner que Blundell est la seule McLaren en piste et qu'il n'y a que 23 voitures sur la grille, le tout d'une voix sobre. Il mentionne que, si l'état d'Hakkinen est en amélioration, il est loin d'être sorti d'affaire et que son absence est évidemment très triste. Ça ne l'empêchera pas lui aussi de rire comme mon bon vieux copain Insarald pointera son majeur à Blundell après un dépassement compliqué, mais force est de constater deux poids deux mesures. Et tout ça me renvoie vers une dernière partie. Le numéro 2 décembre 1995 du magazine Sport Auto décrit ainsi une photo, dans une section datée au 11 novembre de cette même année. 7 heures. À la une de l'Advertiser, l'un des principaux journaux australiens, une photo terrible. Mika Hakkinen, la face ensanglantée, qui regarde fixement l'objectif du photographe. Un regard qui serre les gorges car, derrière, il n'y a rien. C'est le coma. Cette photo, la voici. Cette photo est assez connue, et je l'accorde aux journalistes de Sport Auto, elle fait froid dans le dos. Déjà parce qu'elle est étrangement bien composée. Le sujet principal de l'image est clairement distinct des silhouettes dans le fond par le contraste de couleurs, vert foncé ocre, couleur froide, contre rouge vif et blond platine, couleur chaude. Mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette photo, et ce n'est pas la tache de sang figurant pourtant au centre. C'est ce regard noir, froid, absent. De toutes les choses que j'ai lues, vues et entendues pour faire cette vidéo, c'est elle qui m'a le plus frappé. Cette photo, où un homme me fixe d'un regard vide, j'ai à un moment pensé que c'était un effet d'optique, parce que ça n'aurait pas été la première fois que je voyais Hakkinen avec des yeux semblant plus foncés qu'ils ne le sont vraiment. Mais non, pas cette fois. Cette photo, pour moi, elle représente tout le choc qu'on a oublié de ces histoires. Et je ne suis pas bien plus responsable que les hommes dont je me moque ouvertement dans cette vidéo. Parce que moi, j'avais pris le sujet un peu à la légère. Vous voyez, à l'origine, je comptais traiter les 3 histoires que je mentionne ici sur un pied d'égalité, me disant que c'était quand même un peu drôle d'enchaîner un forfait, un podium et un forfait. Mais plus je mettais mon nez dans les événements d'Adélaïde, et plus j'en étais à la fois horrifié et fasciné. Horrifié par les détails, la violence, et à quel point Hakkinen est passé près de la mort ce jour-là. Fasciné parce que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un revient de là, et encore moins ne s'exprime dessus comme Mika a pu le faire au cours des années qui ont suivi. C'est rare d'entendre quelqu'un faire part, même partiellement, du traumatisme des gros accidents. Et encore moins en confiant, clairement, qu'on ne se remet jamais entièrement de ce genre de choses.
Dans l'épisode de Beyond the Grid qui lui est consacré, de 2019, c'est ce que Micah fait une fois de plus. Répondre aux questions sur ce qui lui est arrivé ce jour-là, racontant aussi bien qu'il le puisse presque 25 ans plus tard ce qu'il a vécu dans le cockpit. Il y décrit surtout une situation qui nous semble peut-être un peu étrange. Ne pouvant pas bouger, il s'est dit « Micah, détends-toi » et a perdu connaissance. Il ne se rappelle quasiment pas du choc, à part ça, mais il est capable de vous décrire de façon glaçante ce qu'il a vécu après à l'hôpital, reliant toujours le sentiment d'impuissance et une douleur si forte et si omniprésente qu'elle accaparait ses pensées. Cette photo de lui, fixant d'un regard vide le photographe, c'est cet instant où Micah ne se disait plus rien, et aurait très bien pu ne plus jamais rien penser. Bien sûr, loin de moi l'idée de résumer la carrière en F1 d'Hakkinen Crash. Ce qui parle avant tout pour lui, ce sont ses 2 titres, ses victoires, ses podiums, ceux qui importent le plus aux yeux de l'histoire. Mais j'ai aussi constaté au cours de mes recherches qu'on a un peu fini par en oublier à quel point ce crash à Dale l'a impacté. Encore en 2010, il parlait d'avoir des maux de crâne s'il faisait un effort physique trop intense. Alors facile de s'imaginer qu'en 98, quand il remporte son premier titre à Suzuka, il souffre encore davantage des séquelles d'Adélaïde. Pourtant, et pour avoir vu des courses remportées par lui, comme les GP d'Europe 97 ou du Canada 99, on n'en voit rien. C'est maintenant qu'on voit le combat invisible qui a précédé les affrontements sur la piste avec Schumacher. Enfin, qu'on l'entend, parce que des images, il y en a guère. Normal. À vrai dire, quand Micah se décrit au début de l'année 96, il se décrit comme un monstre de film d'horreur ou comme un putain de hooligan, avec ses cheveux rasés, sa paralysie du visage. Ça paraît logique de ne pas vouloir qu'on se rappelle ainsi de votre apparence. Et pour moi, il faut associer les deux. Parce que l'un explique l'autre. Selon Micah lui-même, son crash d'Adélaïde l'a fait changer de style de pilotage à l'époque. Lui qui avait toujours eu tendance à foncer, quitte à en sortir de route en tête à queue, se retrouve à conduire un peu plus prudemment. Enfin, pour être exact, il parlait d'avoir enfin appris à marcher avant de courir. Et il attribue en partie ses succès de 98-99 à ce changement de perspective. Aussi, je pense qu'on a eu tendance à un peu atténuer l'impact de ce crash. Il y a comme cette idée sous-jacente que les gros crashs ont soit tué leurs pilotes, comme ça peut être le cas pour Ayrton Senna, soit les ont sérieusement amochés, et ce de façon visible. Il faut que le crash vous ait laissé des marques sur le corps, comme Niki Lauda, ou qu'il ait brisé votre carrière comme Clay Regazzoni ou Didier Pironi fut-il un temps, pour que ce soit un vrai gros crash. Et donc, quelque part, si votre crash ne nous a pas laissé avec des brûlures au visage ou 10 cm de tibia en moins, ou que vous ayez gagné des trucs après, eh bien ce n'est qu'un crash comme les autres. Une petite sortie de piste, un moteur qui cale après un tête à queue, une crevaison au mauvais endroit, Verstappen dans le mur de pneus à Silverstone en 2021. Mais je ne pense pas que ça soit juste qu'on mette Adélaïde 95 au placard comme simplement une victoire de Hill, le seul podium de Morbidelli et un forfait pour Hakkinen. C'est injuste pour les médecins qui, ce jour de novembre 95, ont sauvé la vie d'un homme. Pour ceux du Royal Adelaide Hospital qui ont permis un retour d'un pilote à son sport en un temps record, ou encore pour ceux qui l'ont suivi à Londres. C'est oublier leurs efforts. Mais c'est aussi injuste pour Micah dans une certaine mesure. Bien sûr qu'il est avant ça le double champion du monde 98-99, le second finlandais à gagner le titre, un vainqueur de Grand Prix, une source d'inspiration pour ses compatriotes. Mais il est aussi un gars revenu de loin. Il faut bien avoir la volonté de remettre les pieds dans la voiture après une mésaventure pareille. Prouvez au reste du monde que vous êtes toujours là, prêt à en découdre, plus rapide que jamais, revenir de l'enfer et vous élever plus haut. Et c'est ça aussi ce que représente cette photo pour moi. C'est l'horreur qui a glacé le sang du paddock un vendredi après-midi de 95. C'est l'importance de la sécurité. C'est l'héroïsme et le professionnalisme des médecins d'Adélaïde. C'est la résilience d'un homme. Qui aurait cru que derrière ce regard vide se cachait depuis le début un des pilotes les plus importants de sa génération. Bref, je ne peux que vous conseiller d'écouter, ou lire, Micah lui-même. Vous avez 3 de ses interviews dans les sources. L'épisode de Beyond the Grid où il revient sur toute sa carrière, pas juste sur Australie 95, mais aussi un extrait d'une interview donnée à Sky Sports dans les années 2010, et enfin une interview écrite donnée pour Motorsport Magazine en 2010. Croyez-moi, vous allez apprendre des choses, et pas que sur la Formule 1.
Kyllä kuulla tästä. No, I would not do that, Eddie, don't worry. Nothing to do there. Tästä mä saan kuulla tietysti, eli siitä, että missä sen... That's it. Eddie, sorry. Thank you, gentlemen.